Alors, bonsoir. Moi, je vais parler évidemment de la partie enseignante du panel. Puis, comme Éric et Gilles, je m'inscris aussi dans cette tendance de la mutation des universités. Mais je postule aussi que, tout en reconnaissant cette tendance-là, l'analyse de sa matérialisation, de cette mutation-là, vaut la peine d'être regardée et donc de prendre pour acquis que du point de vue de l'intérieur des universités, il y a évidemment une intuition de cette mutation, mais qu'elle n'est pas encore pleinement réalisée. Et donc, on est encore à un moment charnière où il y a encore de l'ancien et qui glisse dangereusement, pernicieusement vers le futur néant. Néantisant, de la marchandisation managériale, pour le dire comme ça. Donc, je postule aussi que les principales tendances qui affectent ces universités qui témoignent de cette mutation sont, d'un côté, cette managérialisation et cette marchandisation d'un autre côté. Et donc, je vais vous parler de la contractualisation, c'est-à-dire de la place des enseignants précaires, donc de la précarisation de l'enseignement dans la mesure où elle a été séparée. On a scindé les missions de l'université, donc enseignement précaire, et de la collégialité, comme une expression de la mission des enseignements, de la mission des universités. Et je dois quand même admettre, surtout quand je repasse là, ce que j'ai envie de vous dire, que je parle du point de vue d'un contexte assez particulier qui est celui de l'UQAM ces temps-ci. Puis cette UQAM autoritaire, on sait qu'elle l'est évidemment parce qu'elle réprime d'une manière inédite un mouvement de contestation étudiant, mais c'est pas de cette révolution autoritaire dont je veux vous parler, sinon que dans la foulée, néanmoins, de cette grève étudiante, on assiste à un premier putsch qui est celui où le conseil d'administration ne se gêne plus pour admettre que désormais, ce qui relève de la commission des études, c'est-à-dire de la mission fondamentale des universités, à savoir celle qui est responsable de la qualité de la formation, de la recherche, n'a plus de pouvoir. Donc, le pouvoir relève désormais unilatéralement de ce conseil d'administration. Et deuxième élément de la révolution autoritaire, c'est-à-dire que effectivement le rectorat est en train de nous soumettre une concentration des pouvoirs et donc une perte de collégialité. Voilà pour la transition entre l'ancien qui pourrait persister encore et le devenir managériale des universités, c'est-à-dire que, et relativement à ça, donc moi, je pose la question, comment la contractualisation en enseignement supérieur peut témoigner des transformations de la mission de l'enseignement en le regardant du point de vue de la collégialité. Donc, pour ce qui est justement de cette mission, bon, vous la connaissez, là, elle est triple, enseignement, recherche et service aux collectivités, mais elle s'arrime à cette idée de service public et c'est de ce fait-là qu'elle a une forme d'organisation collégiale historiquement depuis son avènement moderne. Et du coup, j'ai envie de dire, pour faire encore un pied de nez aux étudiants grévistes de l'UQAM, que c'est une institution qui vient de la démocratie directe. Elle est dirigée, organisée par ceux qui la font vivre et parce que cette collégialité est garante de cette liberté académique qui permet justement de conserver une fonction critique dans la transmission et la production des connaissances. Donc, relativement à cette collégialité, qu'en est-il des chargés de cours? D'abord, rappeler le phénomène de la contractualisation, son importance, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui est quand même en croissance. Donc, croissance et accélération de cette croissance partout dans le monde. On a des chiffres assez intéressants qui en témoignent. Moi, là, je vais vous donner juste un petit portrait vite des pays anglo-saxons. Mais la tendance est quand même massive partout. Donc, déjà 76 % aux États-Unis en 2011, avec une croissance de 300 % depuis 1975. À contrario, une petite croissance de 26 % pour la permanence. Si on regarde, par exemple, au Canada, ça oscille entre 39 et près de 50 % de la contractualisation, et l'Australie, qui est quand même la championne de ces mutations-là qui viennent à grande vitesse, est déjà à plus de 50 % et tous les postes nouvellement créés, qu'ils soient en enseignement ou en recherche, parce que là, on assiste aussi à la rigidification de cette séparation-là, ces nouveaux postes qui sont
donc exclusivement en recherche ou en enseignement, sont à 80 contractuels, donc précaires. Du coup, et cette précarité, cette contractualisation en soi témoigne d'une marchandisation de la fonction enseignante dans la mesure où, effectivement, il y a là une économie de coûts qui favorise l'accès à l'enseignement supérieur, une économie de coûts et une efficience dans cette économie de coûts parce que, du point de vue des étudiants et des étudiantes, il n'y en a pas de différence sur la formation qu'ils reçoivent si elle est donnée par un chargé de cours ou par un professeur qui fait de la recherche ou plus ou moins, quelle qu'elle soit. Donc, contractualisation qui témoigne donc d'une fragilisation des conditions même de la liberté académique, évidemment, du point de vue justement de la précarité. Hein. Si tu es précaire, tu n'es pas intégré. Donc déjà, avoir accès à une forme de collégialité, c'est empêché. Mais d'autre part, on peut regarder aussi ce faible accès à la collégialité en considérant justement la sous-représentation des enseignants contractuels dans les différentes instances et au premier chef, par exemple, dans les assemblées départementales. Mais même si on n'avait pas d'affaires là, admettons, ou pas tant que ça, on aurait certainement affaire à être évidemment très présent au comité de programme et jusqu'à la commission des études, c'est-à-dire à être réellement partie prenante de cette collégialité. Et vous voyez bien que la transition, on peut la voir aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire faire partie de la collégialité impliquerait une intégration, une consolidation des conditions d'emploi, mais aussi une intégration dans les formes les plus pertinentes qui sont liées à la fonction d'enseignement de comité de programme, de commission des études, etc. Et donc, cette collégialité passerait par ces deux modes de reconnaissance de la fonction enseignante. On sait que ce n'est pas du tout la tendance, donc que cette contractualisation va avec une invisibilisation, une sous-présence, peu de conditions justement qui assurent cette présence et une sous-représentation aux différentes instances. Donc, comment faire maintenant la synthèse entre ces éléments-là et les mutations de l'université? Effectivement, là, je vais prendre une petite pause. Qu'est-ce qui explique? Est-ce que la contractualisation explique en soi ces mutations? Non, parce qu'elle les précède, mais elle les précède. Mais on pourrait dire néanmoins qu'elle participe de l'économie du savoir, dans un sens tout bête pour commencer, en disant que l'économie du savoir va quand même de pair avec la massification de l'enseignement. Et que dans un contexte de massification d'enseignement et de sous-financement de la fonction enseignement, bien, forcément, il faut que l'enseignement soit offert à rabais. Donc, premier élément. Ensuite, les transformations qu'induit évidemment cette économie du savoir. C'est-à-dire que glissement petit à petit vers des formations qui sont directement branchées vers le système d'emploi et qui donc n'ont plus à exercer cette fonction de transmission critique des connaissances. Et comment la contractualisation peut témoigner de ce fait-là? C'est-à-dire que si les chargés de cours ne sont pas intégrés par le biais de la collégialité aux missions de l'université, eh bien, c'est que forcément, ce n'est pas à l'université qu'ils se rattachent, mais bien au système de l'emploi. Et en témoigne la surreprésentation partout dans le monde, aussi bien en Amérique latine, en Australie, aux États-Unis, de la contractualisation, si vous voulez, des enseignements qui sont directement branchés sur le marché du travail, c'est-à-dire la formation continue, par exemple, ou les collèges privés qui exigent des coûts de formation extrêmement élevés, qui sont une autre manière de brancher à l'économie du savoir et au capital humain, c'est-à-dire que voici un passeport pour l'intégration au système de l'emploi.
Et donc, pour conclure, c'est évident que je rêve à la fois, évidemment, d'une reconnaissance de la présence des chargés de cours à l'université qui passerait par le biais de deux grands mécanismes de consolidation de leur place, c'est-à-dire d'abord, évidemment, la consolidation de leurs conditions d'emploi, donc une permanence comme étant comprise comme une condition élémentaire de la liberté académique, et d'autre part, évidemment, une meilleure intégration à la direction départementale, à la direction des études, et donc à une présence, évidemment, pertinente aux décisions qui concernent la transmission critique des connaissances. Dans ce contexte-là, je vais terminer. Je me demandais si j'allais vous le dire, mais je vais me le permettre une fois, c'est un peu baveux, mais quand on réfléchit aussi aux mutations de l'université, c'est-à-dire cette perte de collégialité, elle est siphonnée par cette gouvernance managériale. Et quand je parle d'une présence accrue des chargés de cours aux différentes instances, je ne suis pas en train de dire que nous sommes d'accord avec la multiplication des nouveaux modes de gestion des universités où on a l'apparence de la multiplication des comités, puis qu'il faudrait être sur tous les comités parce que ce n'est pas toujours pertinent. Donc, je ne suis pas en train de dire ça parce que précisément, ce que je vois à l'œuvre, c'est, bon, une mutation du rapport au pouvoir, au savoir dans cette multiplication de la gérance, mais aussi, pour reprendre une expression de Jean-Jacques Simard, une longue marche des technocrates, des gestionnaires, des managers qui sont effectivement en train de fomenter cette mutation des universités. Et ce qu'il y avait dans la longue marche des technocrates, c'est que Jean-Jacques Simard montrait bien qu'au début du 20e siècle, évidemment, plus croissait l'accès à l'enseignement, aux formations, à la diplomation, plus on formait une classe d'intellectuels, de futurs administrateurs et gestionnaires, et que forcément, une fois que cette classe serait formée, bien, elle allait jouer du coude pour pouvoir se trouver un emploi, d'où l'émergence un peu pour des raisons, à la limite, bêtement démographiques et socio-historiques, l'émergence de l'État-providence. Ils avaient donc trouvé le lieu où leur savoir nouvellement acquis pouvait contribuer à l'essor de leur société. Eh bien, à l'UQAM, la moitié des étudiants, des étudiantes que nous formons sont formés à l'École des sciences de la gestion. Et effectivement, on n'a pas fini d'être géré parce que une fois qu'on aura d'année en année, de diplôme en diplôme, formé toute cette masse de gens-là, bien, ils continueront à produire une université managériale. Et du coup, je me demande des fois si on s'attaque, on a les bonnes cibles pour sauver l'université des mutations qui la menacent. Voilà.